Comment faire une fiche de révision mémorable? C'est la thèse de cette vidéo où on va vous apprendre comment vous allez faire une fiche de révision qui va être utile pour vos examens et vos études. Parce que faire une fiche de révision, c'est pas écrire un cours en entier. Il y a une méthode et un process à respecter pour que ça puisse être profondément utile, sinon ça sert à rien. Qui va m'accompagner dans cette vidéo pour vous donner le cours et le process et la méthode pour y arriver? C'est Kelly Gabriela qui travaille chez les Geeks des Chiffres pour aider les étudiants du DCG à avoir de bonnes méthodes de travail. Vous retrouverez son article directement en barre d'infos. Vous pouvez aller voir aussi sa chaîne YouTube Kelly Gabriela. Elle va vous donner un maximum d'inspiration et d'astuces pour être un artiste étudiant. Sur ce, moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Si vous avez des questions, écrivez-le en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis, c'est parti! Merci Nicolas pour cette introduction. Hello les geekers, moi c'est Kelly Gabriela. Si vous ne me connaissez pas, je suis la copywriter de chez les Geeks des Chiffres. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir tourner cette vidéo sur les fiches de révision comme l'a dit Nicolas. Donc j'ai déjà rédigé un article, je pense que le lien il sera en barre d'infos. Mais je pense que la vidéo est beaucoup plus explicite. Donc cette vidéo, je l'ai vraiment fait avec tout mon cœur. On a choisi le thème de l'amortissement en UE9 rentabilité du DCG. Et le fonctionnement de la SAS, lieu de droit des sociétés. Donc, dans cette vidéo, je montre vraiment le pas à pas de ces deux fiches de révision. Donc ça va être une sorte de cours, enfin pas vraiment un cours, mais je vais vraiment vous dicter tout ce que vous allez mettre dans votre fiche de révision, toutes les informations pertinentes que vous devez mettre dans votre fiche de révision. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais répondre à deux questions. Beaucoup de personnes me posent la question, est-ce que la fiche de révision est efficace? Oui, la fiche de révision est efficace si elle est bien construite, si elle est bien concise, si elle est bien précise. Donc en fait, pas mal de personnes me disent que la fiche de révision est inefficace pour elles. Donc la question à se poser c'est, est-ce qu'elle a été bien précise? Est-ce qu'elle a été bien concise? Est-ce qu'elle a été bien construite? Est-ce que toutes les informations pertinentes du cours y sont? Si vous avez recopié, fait un copier-coller du cours, vous pouvez être certain que la fiche de révision sera inefficace. Parce que ça ne sert à rien de recopier un cours pour apprendre. Donc en fait, il vaut mieux prendre votre cours et le lire parce que ça ne sert à rien de faire un copier-coller, vous n'apprendrez jamais de cette façon. Et là, il y a la deuxième question. Donc, comment sélectionner les informations pertinentes à mettre dans une fiche de révision? Donc, il y a une règle de base, ce sont les 6 questions. Donc, qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi. Normalement, lorsque vous arrivez à répondre à ces 6 questions, c'est que votre fiche de révision est au top, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez être sûr et certain que vous avez mis toutes les informations qui sont pertinentes dans votre fiche de révision. Donc par exemple là, je vais vous montrer un exemple vite fait. J'ai l'amortissement. Donc si je me pose la question quoi, donc qu'est-ce que l'amortissement, j'ai ici la définition de l'amortissement. Si je me pose la question pourquoi il existe des amortissements, ici dans la définition, j'ai aussi pourquoi. Comment on fait des amortissements? Ici, j'ai tout le pas à pas des amortissements, donc l'amortissement linéaire, variable ou dégressif. Qui est concerné par l'amortissement? Ici, j'ai tous les biens qui sont concernés. Donc, pour vous dire que c'est vraiment de cette façon que vous allez pouvoir juger de l'efficacité, juger de la pertinence de votre fiche de révision. Donc là, je vais arrêter de parler parce que je parle énormément et je vous laisse avec la vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous plaira énormément et je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur. Donc, je vous laisse avec le premier pas à pas, ça va être le pas à pas de la fiche de révision en UE9 comptabilité sur l'amortissement. Et c'est parti! Le titre fait, j'aime bien diviser ma feuille en deux parties égales. Je trouve que de cette façon, la fiche de révision est plus lisible et il y a plus d'informations qui peuvent rentrer. La première chose qu'on aborde dans le cours, c'est la définition de l'amortissement. On va le mettre sur un post-it. Donc tout ce qu'il y aura sur le post-it, ça va être les définitions. Vous, de votre côté, vous pouvez faire d'une autre façon. Bien sûr, vous pouvez utiliser les post-it pour les définitions, sinon pour mettre des formules, pour mettre les écritures comptables, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, j'aime bien mettre les définitions dessus. Bien évidemment, nous n'allons pas écrire la définition entièrement. Nous allons relever les mots-clés. Maintenant, nous allons parler des biens qui sont concernés par l'amortissement. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre un feutre, un astérisque, et là, vous mettez bien concerné. On ne va pas poser la question, juste bien concerné. Alors là, vous avez vu qu'il y a un grand tableau. Au lieu de reprendre le grand tableau, nous allons écrire de la façon suivante. Donc nous allons faire 3 points. Et nous allons écrire les catégories.
Par rapport au tableau, on peut voir qu'il y a des immobilisations qui sont amortissables et d'autres qui sont non amortissables. Donc nous allons relever tout ça. Donc les immobilisations incorporelles, nous pouvons voir qu'elles sont toutes amortissables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un A à côté. Les IMO financières sont non amortissables, donc on met NA. Et en ce qui concerne les immobilisations corporelles, vous avez vu que l'unique immobilisation qui est non amortissable est le terrain. Donc contre parenthèse, nous allons mettre terrain non amortissable. Ensuite, nous avons des éléments à connaître avant d'amortir et ça, on est obligé de le savoir, donc on va tout noter. Pour la valeur brute de l'IMO, vous avez vu que nous avons trois types de valeurs. Donc le coût d'acquisition pour les IMO achetés, le coût de production pour les IMO produites et la valeur vénale pour les IMO acquises à titre gratuit. Donc on va faire 3 points aussi. Une autre définition, c'est la définition de la valeur résiduelle. Donc toutes les définitions, je vous ai dit, on met sur un post-it. Comme d'habitude, on va prendre que les mots-clés. Nous allons parler de la base amortissable. Alors la base amortissable, c'est la valeur brute moins la valeur résiduelle. Donc je l'ai écrit de cette façon, donc VB c'est valeur brute, VR valeur résiduelle. En principe, la durée de l'amortissement, elle est égale à la durée réelle de l'utilisation de l'actif. Néanmoins, par mesure de simplification pour les PME, vous avez des durées d'usage qui sont admises en fiscalité. Donc on va noter tout ça. Alors maintenant, on va mettre quelques exemples. Donc on ne va pas mettre tous les exemples du tableau parce qu'il y en a beaucoup. On va mettre vraiment les immobilisations qui sont les plus courantes. On va en mettre 3. Le mobilier, le matériel de bureau et le matériel informatique. Pour les modes d'amortissement, afin que notre fiche soit complète, on va vraiment détailler chaque mode d'amortissement. Amortissement linéaire, il faut savoir qu'il faut prendre en compte la date de mise en service de l'immobilisation. On écrit date début égale date mise en service. Dans cette fiche de révision, nous allons mettre différents exemples. Donc, de façon à ce que vous soyez prêt le jour de l'examen. Donc, peu importe le cas sur lequel vous allez tomber, vous allez vous rappeler de votre fiche de révision et ça sera tout bon. Donc, vous n'allez pas stresser parce que vous aurez déjà vu ça sur votre fiche de révision. Donc, le premier cas, ça va être sans valeur résiduelle. Bien évidemment, on ne va pas noter tout l'exemple, on va juste noter les formules que vous devez savoir. Donc, par exemple, le calcul de la première année, au lieu de prendre vraiment les valeurs, on va noter ce que représentent les valeurs. Lorsqu'on fait une fiche de révision, on essaye le plus possible de simplifier les mots. Donc, par exemple, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai pris les sigles pour pouvoir écrire amortissable ou non amortissable. Ici, valeur brute, valeur résiduelle. Donc ici, pour le coût d'acquisition, on va écrire CA, à ne pas confondre avec chiffre d'affaires. Pour que vous ne confondiez pas, par exemple, je vous donne une astuce. Pour coût, j'aime bien mettre un chapeau sur le C, comme ça je peux savoir qu'il s'agit du coût. Alors voici le calcul de la première année. Alors, coût d'acquisition divisé par la durée d'utilisation, divisé par le nombre de jours, divisé par 360. Donc ici, peut-être vous allez vous demander le nombre de jours, mais quel nombre de jours? Donc ici, vous pouvez rajouter nombre de jours utilisés. Nous avons écrit notre premier cas, donc sans valeur résiduelle. Nous avons détaillé les calculs. Maintenant, nous allons écrire le deuxième cas avec valeur résiduelle. Lorsqu'il y a une valeur résiduelle, il faut recalculer la base amortissable. Donc ici, la base amortissable, elle va être égale à la valeur brute moins la valeur résiduelle. Il ne faut surtout pas confondre les deux cas. Donc lorsque vous êtes dans le premier cas sans la valeur résiduelle, c'est le coût d'acquisition, la base amortissable. Le deuxième cas avec une valeur résiduelle, on a recalculé la base amortissable et il faut prendre en compte la base amortissable qu'on a recalculée. Vous avez remarqué que les calculs sont pareils, ils sont identiques, sauf que pour le cas sans valeur résiduelle, la base amortissable c'est le coût d'acquisition. Et avec une valeur résiduelle, il faut recalculer la base amortissable qui est égale à la valeur brute moins la valeur résiduelle. Pour l'enregistrement comptable, c'est la même écriture pour les deux cas. L'enregistrement comptable, il se fait toujours à la clôture de l'exercice, il faut bien mettre ça en tête. C'est simple, il faut suivre le tableau d'amortissement. Voici l'écriture comptable au débit 68,11, au crédit les comptes 28. Alors maintenant, ça dépend en fait, ça dépend de vous si vous sentez que vous avez besoin de l'inscrire. Donc les amortissements, il faut les mettre dans la colonne amortissement et provision du bilan à l'actif. Donc c'est à vous de voir si vous le notez ou pas. Donc on va le noter histoire que la fiche soit vraiment complète. Voici comment vous allez inscrire ces montants dans le bilan et dans le compte de résultat. Donc pour le bilan, ce sera dans la colonne amortissement de l'immobilisation concernée.
Et dans le compte de résultat, ça va être sur la ligne dotation aux amortissements. Nous avons fini le premier mode, le mode linéaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encadrer. On va tout encadrer histoire de ne pas mélanger les choses. Nous allons séparer la partie linéaire. Donc vous avez vu tout de suite, il y a un cadre. Donc tout de suite, on sait que tout ce qu'il y aura dans le cadre, ça va être de l'amortissement linéaire. Notre fiche de révision sur les amortissements, elle est prête. Donc juste pour que vous puissiez avoir toujours ça en tête, donc pour la construction du tableau d'amortissement, parce que ce n'est pas... Enfin, je me souviens moi, après perso j'étais en BTS, mais quand j'étais en BTS, si je me souviens bien, j'avais dû élaborer mon tableau d'amortissement. Donc si vous ne connaissez pas le tableau d'amortissement et comment il se construit, vaut mieux mettre ça sur votre fiche, histoire de toujours avoir ça en tête et de ne pas être perdu le jour de l'examen. Donc ici on va faire un point tableau. On va indiquer avec un astérisque que c'est pour tout type d'amortissement. Donc nous avons la colonne N pour l'année. Nous avons la colonne base amortissable. La colonne annuité, donc la colonne annuité cumulée. Et la dernière colonne, donc la valeur nette comptable, donc VNC. Donc ici on va mettre un petit panneau attention, le tableau de l'amortissement dégressif est différent. Quelles sont les colonnes? Donc on a les colonnes des années. Ici on va donner un exemple pour le taux linéaire et le taux dégressif. Comme je vous ai dit, il y a cette règle là qui doit être appliquée, on applique le taux le plus grand. Donc on va mettre un petit exemple histoire de bien se rappeler. Ici la règle c'est on applique le taux le plus grand, donc ici ça va être 28%, 28. À partir d'ici, le taux linéaire il est plus élevé que le taux dégressif, donc on va choisir le taux linéaire. Donc voilà, nous avons une fiche de révision super complète. Donc maintenant on va surligner les petites choses les plus importantes. Donc par exemple, ici les coûts d'acquisition et tout ça, histoire de savoir quelle est la valeur brute pour chaque type d'immobilisation. La base amortissable, c'est bien aussi de la surligner. Donc la durée de l'amortissement, donc en principe c'est la durée réelle d'utilisation, sauf pour les PME, c'est la durée d'usage admise en fiscalité. On continue, donc la date de début pour le mode linéaire, c'est la date de mise en service. Pour l'amortissement variable, c'est aussi la date de mise en service. Donc l'enregistrement comptable, il est pareil que l'amortissement linéaire. Donc ici, taux linéaire. Ici, il faut vraiment savoir cette règle-là. Elle est vraiment très importante. Ici aussi, la base amortissable, elle change chaque année pour l'amortissement fiscal, c'est à savoir. Donc voilà, on a une fiche de révision super complète sur les amortissements en comptabilité, donc UE9. Maintenant, nous allons passer le droit des sociétés et nous allons parler du fonctionnement de la SAS. Nouvelle feuille pour une nouvelle matière, donc maintenant nous allons parler du fonctionnement de la SAS. Donc comme pour la fiche de révision en comptabilité, je vais écrire le titre et on va diviser la feuille en deux. Le titre est mis, la feuille est divisée en deux. On peut commencer. Donc premièrement, on va parler du président. Le président de la SAS. Donc on va faire un gros point ici. Et on écrit le nom de cette partie. Donc on va en premier traiter la partie sur le président. Alors, qu'y a-t-il à savoir sur le président? Il y a des conditions. On va mettre un petit point et on va inscrire conditions. Alors, il peut être une personne physique, soit une personne morale. À savoir que pour la personne morale, il y a des conditions. Ça va être soit le représentant légal, soit une personne habilitée. On va ajouter un attention, un panneau attention. Ne peuvent être présidents. Et là, nous allons énumérer. Donc, les mineurs non émancipés, les majeurs sous curatelle, tutelle ou habilitation familiale, les personnes frappées d'incompatibilité ou d'interdiction. Donc là, on va mettre que les modalités de désignation sont inscrites dans le statut. Maintenant, nous allons parler des caractéristiques du président. C'est le représentant de la SAS. Ses pouvoirs sont très étendus, mais ils sont limités. Donc on met une virgule et on écrit limité par l'objet social et les clauses statutaires.
Là, nous avons fini ce cours sur le fonctionnement de la SAS. Ce que vous pouvez faire de cet espace vide, et je vais vous montrer ça de suite. Ici, l'espace qui reste, vous pouvez faire une partie sur les questions possibles qui peuvent tomber aux épreuves. Donc, par exemple, vous aurez une situation, oui, Paul, il est mineur non émancipé et il souhaite devenir président d'une SAS. Est-ce qu'il le peut? Donc là, vous pouvez voir carrément ici dans la partie président et la partie condition que les mineurs non émancipés ne peuvent pas être présidents d'une SAS. Ce qui est cool avec cette partie, c'est que vous pouvez mettre plein de questions envisageables. De cette façon, vous pouvez réviser point par point toutes les conditions pour les différentes questions. Donc par exemple, si c'est une question relative aux conditions pour devenir président d'une SAS, si c'est les conditions relatives à une convention réglementée pour une SAS. Donc vous pouvez vraiment vous poser ce type de questions, ça vous permet de vous entraîner et d'aller derrière, de chercher l'information et de les apprendre. C'est tout pour moi, j'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo. Donc je sais que la vidéo était un peu longue, mais je voulais vraiment vous montrer point par point comment construire la fiche de révision. Surtout les matières juridiques, il y a pas mal de règles, mais aussi beaucoup de conditions par rapport à ces règles-là. N'hésitez pas à mettre des panneaux d'attention pour vraiment reprendre ces remarques, parce que vous savez qu'à l'examen, il est possible, mais même pas possible, mais il est sûr et certain que vous allez tomber dans des règles qui vont avoir des conditions. Et comme par hasard, la situation que vous allez tomber, ça va être une situation où il y aura des conditions. Donc n'hésitez surtout pas à mettre des petits panneaux d'attention, histoire de vraiment appuyer sur ces remarques-là. Et pour aussi vous entraîner, essayez ce style de fiche. Donc à la fin, essayez de mettre des questions possibles et énumérer vraiment pas mal de questions. Vous allez voir que ça fait toute la différence lors de vos entraînements. Comme ça, vous pouvez vous préparer déjà mentalement aux épreuves. Et vous pouvez aussi aller chercher l'information dans votre fiche, histoire vraiment de l'apprendre et de la mémoriser. Donc c'est tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt.